Bonjour à toutes et à tous. Dans les deux procès du vol AF447, deux non-lieux ont été prononcés, acquittant ainsi les deux inculpés, les entreprises Airbus et Air France. Le seul résultat du premier procès était une leçon qui a échappé aux avocats et aux parties civiles qui ont intenté le second. Mesdames et messieurs, combien a-t-on vu de procès où deux accusés sont jugés en même temps et où l'un des deux déclarerait spontanément « c'est pas lui, c'est moi ». Vu l'importance et la gravité des faits de ce funeste vol, à quoi devait-on s'attendre en jugeant ensemble deux parties de cette importance dans des faits aussi graves? Avant ce regrettable accident, les défaillances des sondes Pitot étaient en effet largement connues. Les signalements et rapports de pilotes reflétaient autant leurs inquiétudes, justifiées, liées à la sécurité, que la nécessité réelle de résoudre les problèmes de fonctionnement de ces sondes. Et des travaux et des progrès réels ont été et sont toujours réalisés par les deux principaux fabricants, Thales et Goodrich. Mais oui, cela prend du temps. Et de toute façon, un avion ne peut pas tomber pour cela. Mais les médias, toujours en quête de sensations et trop contents d'avoir un filon à exploiter, se sont jetés sur les récriminations des pilotes. Et à la seconde où il a été connu qu'un givrage de sonde Pitot s'est déclenché dans le vol AF447, c'était plié. Les sondes ont fait tomber l'avion. Voilà comment on galvaude, on manipule une opinion et on fausse un regard objectif sur quoi que ce soit. Les parties civiles, avocats compris, tout comme le public dans son entier, ont d'emblée accusé l'avionneur d'être responsable de l'accident. Sauf que, en tant que défenseur normalement averti sur les précautions élémentaires à prendre pour estimer la pertinence d'une accusation portée, les avocats des plaignants auraient dû se renseigner avant sur la réelle conséquence d'une défaillance de sonde et sa répercussion sur l'avion. Résultat, il a été largement démontré et donc reconnu que les sondes Pitot n'étaient pas l'origine de l'accident, ce que tout le monde prétendait à tort et sans savoir depuis le début, et a incité les avocats à tirer sur Airbus. De plus, aucun contradicteur direct n'accompagnait la défense pour démolir certaines énormités avancées. Alors qu'un M. Felzer, par exemple, sommité s'il en est, aurait permis de déterminer, sans même accuser, les véritables responsabilités. Résultat, Airbus s'est débattu difficilement, puisqu'en effet, il y avait quelques problèmes de fonctionnement sur certaines sondes. Mais, je le rappelle, les sondes Goodrich installées au début sur les A320 ont été également déclarées défaillantes, et pour les Thales, on parle de rouille, de corrosion, de drains bouchés ou de conduits de tubes encrassés, mais pas des capteurs, lesquels capteurs n'ont pas été mis en cause dans l'accident, puisqu'il a été reconnu que les sondes se sont remises en service au cours de la chute de l'avion. Preuve que la défaillance était liée aux conditions météorologiques. Mais le mal était fait. Airbus, occupé à se défendre, ne pouvait de plus accuser ouvertement les pilotes. Cela serait passé pour de la diffamation facile et une stratégie maladroite de défense, pour faire oublier ses propres fautes reprochées par l'accusation. L'objectif, volontaire ou non, était atteint. Le rapport final du BEA de juillet 2012 a aidé à disculper les pilotes en parlant de stress 10 fois, d'effets de surprise 12 fois, de charge émotionnelle 9 fois, d'incompréhension de l'équipage 5 fois. Tout ça pour un givrage de sonde Pitot. Bref, la déconnexion du pilote automatique et le givrage des sondes, présentés comme défaillantes, leur a mis la tête à l'envers et cela les a conduits à faire tomber l'avion. Donc Airbus co-responsable, puisque si pas de givrage, pas d'accident, Air France a quitté. Si je devais utiliser une métaphore, imaginez-vous au volant de votre voiture lancée à pleine vitesse sur une route de votre choix. Le compteur de vitesse tombe en panne, votre surprise et votre incompréhension sont telles qu'au virage suivant, vous en perdez le réflexe de freiner et vous rentrez dans un platane. Il ne vous aura pas échappé qu'il n'y a pas plus de rapport entre le compteur de vitesse de votre voiture et ses freins. Pas plus que le badin d'un avion et la capacité à attraper un décrochage, freiner dans le virage. Mais bon, poursuivons. Vous êtes poursuivi par le propriétaire du platane. Vous accusez le constructeur de la voiture qui va se retourner vers le fabricant du compteur, n'osant pas vous reprocher de ne pas avoir trouvé la pédale de frein. Il est suffisamment occupé à savoir pourquoi le compteur est tombé en panne. Pour vous disculper, votre avocat avancera les mêmes arguments que nous connaissons. Effet de surprise, désorientation, incompréhension, stress, charge émotionnelle, qui vous ont tellement perturbé que vous n'avez pas freiné lorsqu'il fallait.
Verdict, non coupable. Un compteur, ça peut malheureusement tomber en panne, et comme vous ne le saviez pas, vous avez oublié de freiner. Résultat, le propriétaire n'a plus que les feuilles de son platane pour s'essuyer les yeux. Voilà comment on peut rater un procès. Si le conducteur avait été inculpé seul pour défaut de freinage et mauvaise maîtrise, il avait tout de même toutes les chances d'être condamné. Reste une inconnue étrangement survolée dans cette bien triste affaire. Le décrochage était-il rattrapable à l'entrée du commandant dans le cockpit? Aucune réponse catégorique, ni aucune proposition de reconstitution, vous pensez bien que c'est pas Air France qui va le proposer, ou de démonstration contradictoire sur le sujet. Alors que s'il était prouvé que cela ait été possible, cela pourrait être une circonstance aggravante prouvant l'erreur ou la faute de pilotage. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de votre attention et bonne méditation.